Bonjour tout le monde, merci d'être ici. C'est bien, les lumières m'ont aveuglé, je vois personne en face de moi, ça enlève la pression. Si on est ici pour vous parler aujourd'hui, c'est pour vous raconter comment en 2025, chez Pearce, on a construit un coffre-fort numérique qui avait pour but de stocker des données bancaires. Vous l'avez sûrement compris avec cette intro, on travaille dans le monde du paiement, on va employer des termes plus ou moins complexes et liés au métier tout au long de ces 45 minutes. Et donc on va repartir de zéro en vous mettant l'anatomie d'une carte bancaire pour que les termes qu'on utilise tout le long vous soient clairs. Une carte bancaire, elle va être composée dans un premier temps de ce qu'on appelle un PAN. C'est le Primary Account Number. C'est globalement juste le numéro de votre carte bancaire. Ensuite, il y a le nom du porteur de carte. Donc normalement, c'est votre nom sur votre carte, sinon c'est bizarre. Ensuite, vous avez une date d'expiration, donc classique, ça s'explique tout seul. Puis des schemes, brand, network, quelque chose qui a énormément de noms différents en fonction des utilisations, des personnes avec qui on discute, etc. Concrètement, on peut expliquer ça par un réseau de paiement. Ça va être une infrastructure d'échange qui va acheminer les transactions entre la banque du client qui essaye de payer en ligne et la banque du marchand, donc du commerçant. Si on regarde cette carte bancaire, on voit qu'elle est co-brandée. Il y a deux marques dessus, donc Visa et CB. Attention, quand on dit CB, ça ne veut pas dire carte bleue. C'est un abus de langage. Carte bleue, c'était un ancien réseau français dans les années 70 qui a été fusionné et absorbé totalement par Visa depuis. Et maintenant, quand on parle de CB, c'est bien carte bancaire, le réseau toujours actif aujourd'hui. Et finalement, au dos de votre carte, vous avez le CVV, qui est le cryptogramme. Toutes ces informations, elles se retrouvent dans les formulaires de paiement, mais en version web, où, avec le PAN, la date d'expiration, le cryptogramme et le nom de la personne. Et on peut voir le petit logo à droite, donc le network, le réseau par lequel on va passer. On voit qu'il y a une petite flèche à côté parce qu'on peut en prendre plusieurs. En France, celui par défaut, ce sera souvent CB, parce que c'est un réseau moins cher, et qui va coûter moins cher aux marchands que les autres réseaux, principalement américains. Donc nous, on travaille chez Pearce, on est ce qu'on appelle un orchestrateur de paiement. On va connecter des marchands avec des partenaires de paiement pour permettre aux marchands, sur leur site, de pouvoir proposer les bons moyens de paiement au bon moment à leurs utilisateurs. On est né en 2021, on est basé principalement à Lille. Si vous n'êtes pas du monde du paiement, c'est peut-être plein de gros mots qu'on vient de dire, PSP, orchestrateur, etc. Et donc on va faire une petite intro pour vous présenter tout d'abord les différents acteurs qui interviennent dans la chaîne du paiement. Donc prenons un propriétaire du carte qui est en train de faire un achat sur son site marchand. Au moment où il va valider son formulaire, ça va faire un appel vers ce qu'on appelle un PSP, donc un partenaire de paiement. Globalement, c'est un intermédiaire technique qui va connecter le marchand à différents acteurs du paiement et faire en sorte que la transmission soit sécurisée de bout en bout. Ce PSP va faire appel à ce qu'on appelle une banque acquéreuse. La banque acquéreuse, c'est la banque qui va recevoir les fonds, donc la banque du marchand. Ensuite, on va passer par un réseau de cartes, ce qu'on disait juste avant avec Visa, CB, Mastercard, etc., qui va lui faire le pont vers la banque émettrice. Sur ce schéma, Pearce n'apparaît pas, parce qu'on est sur un paiement classique. Où on se situe, nous, dans cette chaîne de paiement, on vient s'intercaler entre la validation du formulaire et l'appel au PSP. Ça permet différentes choses. Par exemple, une action de fallback qui est représentée ici, où on peut faire une première tentative de paiement avec un premier partenaire. Et en cas d'échec, on va pouvoir le réessayer avec un second partenaire, sans que le marchand n'ait besoin de ressaisir ses informations de carte, etc. On a plein d'autres choses qu'on peut proposer, du bin routing, plein de choses, mais c'est pas là le sujet. On n'est pas là pour vous vendre un orchestrateur de paiement. On souhaitait juste poser le contexte, mettre en avant le fait qu'on doit stocker et manipuler des informations bancaires, et c'est là que les problèmes commencent.
Non, c'est pas moi le problème. Le problème, c'est qu'on manipule des informations sensibles, essentiellement le PAN et le CVV. Puis le CVV, c'est bien les 3 chiffres au verso de la carte. Et qu'il y a, en fait, il y a tout un ensemble de réglementations et de normes pour pouvoir manipuler et stocker ces informations sensibles. Donc, au début des années 2000, les gros acteurs du paiement se sont regroupés au sein d'un consortium qui s'appelle PCI, pour Payment Card Industry, et ils ont regroupé en fait les standards de sécurité qu'ils proposaient chacun de leur côté pour mettre une norme commune qui est en fait la norme de notre écosystème. C'est impossible d'être un acteur du paiement par carte bancaire si on n'est pas certifié PCI DSS. C'est vraiment un processus, ça met en œuvre de la sécurité, mais c'est de la conformité. On pourrait être sécurisé d'une manière professionnelle, mais si on ne répond pas aux critères de PCI DSS, on n'existe pas dans ce milieu. C'est un processus qui est important, il y a plein de niveaux de certification différents, et c'est très impactant. Dans notre cas, en étant un fournisseur de paiement, c'est plus de 300 exigences qu'il faut remplir, et il faut répondre à ces exigences de manière annuelle. C'est-à-dire que tous les ans, un audit en profondeur de notre solution. Et dans ces exigences, il y en a qui sortent de nos systèmes techniques et qui impactent par exemple les ressources humaines pour vérifier que Rémi n'est pas un terroriste. Comme je viens de vous le dire, c'est très impactant, PCI DSS. Et donc l'idée de la plupart des acteurs du paiement, c'est d'isoler cette fonctionnalité dans un coin du système d'information. Ce système d'information, enfin ce coin du système d'information, c'est un coffre-fort, nous on l'appelle un vault. C'est populaire dans notre industrie de procéder comme ça. C'est-à-dire qu'on isole la zone qui collecte, qui maintient, qui stocke ces données dans un coin de notre système. Ce système, il est sécurisé, il est conforme, mais ça ne vient pas contaminer le reste de notre système d'information. Donc la zone qui manipule les données sensibles, elle est bien déterminée, elle a une frontière. En dehors de cette frontière, on n'a pas besoin d'être conforme, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'être sécurisé, mais en tout cas, on ne répond pas à PCI DSS. Il y a un terme qu'on va beaucoup employer à partir de maintenant, c'est le token. Parce que si on limite le stockage du numéro de carte bancaire et du CVV dans le coffre-fort, on a besoin d'y faire référence en dehors de ce coffre-fort. Et donc ce que fait le Vault, c'est qu'il génère un token qui sert d'alias au numéro de carte bancaire et qui sera manipulé par tous nos systèmes qui en ont besoin, qui eux donc ne manipulent pas la donnée sensible mais un lien vers cette donnée sensible. Et au moment où on aura besoin de retransformer le token en numéro de carte bancaire, le Vault pourra le faire. On va essayer d'illustrer ça avec un petit schéma. Donc, c'est une variante du schéma que Rémi vous a présenté tout à l'heure. Le propriétaire de la carte soumet ses informations, mais au-delà de les soumettre au PSP ou à Purse, enfin en tout cas au SI Purse, il le soumet au Vault. Donc la flèche rose symbolise le fait que dans ce flux, on a des données sensibles. Le Vault va répondre par un token, et à partir de ce moment-là, je suis plus dans la zone sensible. Donc le navigateur du propriétaire de la carte va transmettre le token au reste du système d'information Purse, qui va pouvoir traiter la transaction, décider à quel partenaire on l'envoie, enfin faire tout son boulot d'orchestration. Et au moment où il a décidé vers quel PSP il a envoyé la donnée, il ne va pas contacter le PSP en direct, mais va repasser par le coffre-fort, qui va détokeniser. Donc le token va retrouver le token va être remplacé par le numéro de carte bancaire, qui va être transmis sur la chaîne habituelle. Maintenant, pourquoi chez Purse on a décidé de construire notre Vault? C'est une question qu'on s'est posée, et en 2023, on y a répondu par la négative. On a décidé d'acheter le service d'un partenaire et d'utiliser ce partenaire qui est un spécialiste de cette fonctionnalité. En mai 2025, donc 2 ans plus tard, on a décidé de passer à la vitesse supérieure et de maîtriser complètement ce sujet en l'implémentant chez Purse. Pourquoi on a pris cette décision?
D'abord pour une question d'autonomie. Le coffre-fort à carte bancaire, c'est vraiment un truc qui est au cœur de notre système. On a énormément de paiements qui se font par carte bancaire. C'est confortable d'être 100% aux commandes de cette brique de base. La deuxième raison, c'est une raison de disponibilité. Le partenaire qu'on utilisait n'utilisait pas la même infrastructure que nous, pas les mêmes fournisseurs, et donc a une autre disponibilité que la nôtre, malheureusement un peu moins bonne. Et donc, on a décidé d'onboarder ça et d'être responsable nous-mêmes de la disponibilité de ce système. La troisième raison, c'est une raison économique. Purse grandit, de plus en plus de transactions, donc une facture de plus en plus importante chez ce fournisseur. Et donc, pour être en maîtrise de nos coûts, on a décidé d'internaliser ce service. Bon, là, on a fini la partie introductive. Donc, normalement, vous devez savoir ce que c'est qu'un Vault et pourquoi on l'a fait chez Purse. Je m'appelle Thomas Reclou, je suis responsable de l'architecture et de la plateforme chez Purse, et j'ai travaillé avec Rémi sur la construction de ce Vault. Donc j'espère que vous l'avez compris avec cette introduction. En tout cas, nous, on l'avait vite compris en démarrant le projet. On a tout de suite vu que la conformité PCI DSS, c'était quelque chose qui allait être très important pour nous, mais aussi que c'était quelque chose qui est extrêmement lourd. Et on n'avait pas spécialement envie de se balader avec notre auditeur dans des data centers pour s'assurer que tout était aux normes. Donc dès le début, on a décidé de s'appuyer au maximum sur des fournisseurs conformes PCI DSS dès que c'était possible. Attention, la conformité PCI DSS, c'est pas toujours binaire. Il y a certains acteurs qui sont certifiés PCI DSS, parfois uniquement certains de leurs services, et parfois, parce que sinon c'est trop facile, ça dépend de la manière dont on utilise leurs services. Donc, il faut faire très attention au choix lorsqu'on travaille avec des partenaires comme ceux-ci. De notre côté, on a décidé de travailler avec 4 fournisseurs avec lesquels on travaillait déjà auparavant. Donc on a gardé GCP, MongoDB, Okta et Cloudflare. On ne rentre pas dans le détail ici, on va les évoquer au fur et à mesure de notre présentation. On va rentrer au cœur de notre projet Vault. On a un module à part, service dédié, qui va servir pour nous à faire toutes les actions qui tournent autour du chiffrement. Quand ce tokenizer va recevoir une donnée sensible qu'il va devoir chiffrer, il va faire 2 actions. D'abord, il va générer un token, une chaîne de caractères aléatoire, unique, qui n'a aucun rapport avec la chaîne de caractères qu'il a reçue en entrée et qui va servir d'alias. Si vous vous rappelez la slide de Thomas juste avant, c'est ce fameux token qui va se balader tout partout en dehors du SI pour représenter la donnée chiffrée. Ensuite, il va chiffrer la donnée sensible, donc le PAN ou le CVV. On reviendra plus en détail là-dessus pour expliquer comment on chiffre tout cela. Et on sauvegarde les deux en base. Notre tokenizer, c'est vraiment le coffre-fort de notre application. La valeur cryptée ne va jamais sortir de ce coffre. Et il n'y a que le token qui sert d'alias qui en sort. Rémi, tu as dit crypté ? Oui, j'ai dit crypté. Si vous devez repartir de cette conférence en retenant 2 choses, dans un premier temps, on ne dit pas carte bleue, et on ne dit pas non plus crypté, on dit bien chiffré. On l'entend beaucoup trop souvent, s'il vous plaît, pour le bien de tous. Bon, on parle de chiffrement. Quelles étaient nos contraintes qui nous ont fait face par rapport à ça ? Dans un premier temps, il faut que le chiffrement soit réversible. On ne sauvegarde pas les numéros de carte de crédit dans notre base de données par plaisir. Si on le fait, c'est parce qu'on doit les réutiliser plus tard et donc pouvoir les déchiffrer. C'est un chiffrement différent de ce qu'on ferait pour un mot de passe, par exemple. Pour le chiffrer, donc le chiffrement, on utilise des clés de chiffrement, bien évidemment, et il faut qu'on puisse renouveler ces clés à intervalles réguliers. Il faut aussi que la gestion des clés soit sécurisée, donc que personne chez Purse ne puisse manipuler ces clés. Et il faut également qu'elles soient stockées dans un HSM. Un HSM, pour la faire simple, c'est un composant matériel dédié et inviolable qui va générer, stocker et utiliser les clés cryptographiques. Elles ne seront jamais exposées à l'extérieur. Ça, c'était 3 contraintes purement PCI DSS. Et on trouvait que c'était trop facile si on ne se rajoutait pas une dernière contrainte. Donc on a décidé d'éviter le vendor lock-in. Le vendor lock-in, c'est le fait que notre solution
soit un peu trop couplé à un provider et qu'on ne puisse plus en changer. Et c'était quelque chose de structurant pour nous dès le départ de pouvoir avoir cette possibilité de changer de provider. La première solution qu'on a eue pour répondre à toutes ces problématiques, c'était le fait d'utiliser un Key Management Service, qu'on va beaucoup abrévier KMS dans les prochaines slides. Concrètement, c'est un service cryptographique qui est proposé par notre provider, en l'occurrence par Google, qui expose des méthodes qui permettent de chiffrer et déchiffrer de la donnée. Ça nous permet aussi la rotation des clés, parce que le KMS a un système de versionning avec rotation automatique et ou manuelle. Ça nous apporte aussi une réponse pour le stockage sécurisé des clés, parce qu'on a la possibilité de les stocker dans le HSM, donc le point qu'on voyait juste avant. Et par rapport au fait que les clés ne devaient pas être manipulées par des gens de chez nous, là en l'occurrence les clés sont générées et gérées entièrement par KMS. On ne les voit jamais chez nous. Ça nous aide beaucoup parce que du coup notre gestion des clés est totalement déléguée au KMS de notre provider. Ce KMS, il nous permet une chose, c'est qu'il nous facilite énormément la vie pour le type de chiffrement qu'on a mis en place, qui est ce qu'on appelle de l'enveloppe encryption. Alors, l'enveloppe encryption, la petite région en jaune que vous voyez, c'est Google, et plus particulièrement le KMS. Donc on a dit qu'on lui déléguait totalement la gestion de nos clés, c'est le cas, et ici on voit qu'on a une clé, la Key Encryption Key. Ça va être la clé maîtresse de tout le process qu'on va vous dérouler ici. Cette clé-là, elle ne va jamais quitter KMS. À quoi elle va servir? Elle va nous servir à chiffrer une Data Encryption Key. Donc, en gros, notre service va générer une chaîne de caractères aléatoire. Il va l'envoyer au provider qui va nous la permettre de la chiffrer par la Key Encryption Key. Et du coup, cette Data Encryption Key chiffrée va être stockée dans MongoDB. Et sans la Key Encryption Key de notre provider, elle est totalement inutilisable. Et par la suite, c'est cette Data Encryption Key qui va nous permettre de chiffrer les données sensibles, donc en l'occurrence le PAN et le CVV, qu'on va stocker de manière chiffrée dans MongoDB. La manière dont on l'a réalisé chez Perse, c'est qu'on a décidé de multiplier les Data Encryption Key. C'est tout simplement une pure isolation, où on a fait en sorte que la clé d'un marchand ne pouvait pas déchiffrer les données d'un autre marchand. On pourrait se demander pourquoi on a rajouté un niveau supplémentaire dans notre chiffrement, un étage supplémentaire, à quoi ça sert, et pourquoi on n'a pas chiffré notre donnée sensible directement avec la clé, la Key Encryption Key de nos providers. Alors, une des réponses, c'est que ça nous aide pour la rotation de nos clés. On disait tout à l'heure que le provider pouvait créer des nouvelles versions de la clé. C'est le cas. Donc là, dans le schéma d'avant, les Data Encryption Key étaient chiffrés avec une version 1, et il y a une nouvelle version de la clé qui apparaît. Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir casser ce lien entre la première version et créer un nouveau lien vers cette deuxième version. Comment on va faire ça chez nous? C'est qu'on a un job qui tourne quotidiennement, qui va aller vérifier si une nouvelle version de la Key Encryption Key existe, et si c'est le cas, il va aller récupérer les Data Encryption Key, les déchiffrer avec la version 1, les rechiffrer avec la version 2, et donc sauvegarder la nouvelle valeur de la Data Encryption Key. L'avantage, quand on fait ça, c'est qu'on a besoin de rechiffrer que les Data Encryption Key. Donc dans notre cas, une par marchand, et pas les 2 millions de données sensibles qu'on peut avoir dans notre base actuellement. Ça s'explique par le fait que la Data Encryption Key ne change pas, elle est juste déchiffrée avec l'ancienne, puis rechiffrée avec la nouvelle valeur. Ce système de rotation, ça nous aide aussi pour notre problème de vendor lock-in, où ça va fonctionner exactement de la même manière, si ce n'est qu'au lieu de rechiffrer avec une version 2 de la Key Encryption Key, on va la chiffrer avec la clé du nouveau provider. Une dernière chose à retenir sur l'enveloppe encryption, c'est la sécurité. On a une isolation complète entre nos données et nos clés. Si on a une fuite de la base de données est totalement chiffrée et on ne peut rien en faire sans la clé. Si la clé fuite,
suite à un problème avec notre provider ou autre, on a juste à rechiffrer les data encryption keys, comme on l'a fait pour la rotation des clés. Pour mettre ce système en place, on n'a pas tout refait à la main. On s'est beaucoup appuyé sur des outils qu'on utilise, notamment MongoDB CSFLE pour Client-Side Field Level Encryption, qui est une fonctionnalité intégrée dans le driver Mongo qui permet de faire du chiffrement côté client. Bon, maintenant, comment ça marche? On a notre application, donc notre Vault, qui va recevoir une nouvelle donnée sensible qu'il va devoir chiffrer et stocker en base. Il va dans un premier temps faire appel à la collection MongoDB qui contient les clés, donc récupérer les data encryption keys. Cette collection, elle va lui renvoyer les data encryption keys, mais chiffrées, parce qu'elle n'a que la valeur chiffrée en base. Ensuite, cette data encryption key chiffrée va être envoyée au KMS, celui de notre provider, pour le déchiffrer, pardon. Oh. Fallait la faire. Je vais revenir sur la slide qu'il y avait tout à l'heure. Et donc, le KMS nous renvoie la clé déchiffrée. Et avec cette clé déchiffrée, notre application peut maintenant chiffrer la donnée sensible qu'il avait reçue en entrée et la sauvegarder dans notre collection MongoDB pour nos données sensibles, et cette fois-ci chiffrée. L'avantage de tout ça, c'est que la donnée sensible ne quitte jamais notre application. Le seul moment où elle en sort, c'est quand elle part dans MongoDB, mais elle est déjà chiffrée à ce moment-là. Il n'y a que le KMS qui peut voir la Key Encryption Key. Elle est juste utilisée pour déchiffrer la Data Encryption Key au moment de la demande. Et donc, en résumé, la base ne voit jamais ni la donnée, ni les clés en clair. On en a presque fini avec le chiffrement. Le dernier point sur lequel on voulait venir est une deuxième fonctionnalité Mongo qui nous intéresse, c'est les index TTL. On a une contrainte de PCI DSS de suppression des éléments qu'on stocke. Pour ce faire, on a utilisé une fonctionnalité MongoDB, donc les index TTL, qui permet de faire de la suppression automatique de documents via un index, et tout ça via une date de suppression qu'on va lui fournir à l'insertion. Dans notre cas, on a deux cas différents de durée de sauvegarde des numéros. Si l'utilisateur, au moment de la saisie de la carte, il demande à la sauvegarder pour pouvoir la réutiliser pour un prochain paiement, la carte est sauvegardée jusqu'à l'expiration de la carte. S'il décide que c'est un paiement unique, on va la garder uniquement le temps de la transaction. Et une fois qu'on avait tout ça sur notre projet, on était content. On pensait que tout était OK sur la partie réglementaire, chiffrement, etc. C'était le cas pour le PAN, mais ce n'est pas le cas pour le CVV, qui est une réglementation totalement différente. Donc d'abord, bonne nouvelle, PCI DSS 4.0 autorise maintenant le stockage du CVV, mais uniquement le temps de la transaction. Mauvaise nouvelle, après la transaction, le CVV ne doit subsister nulle part, même s'il est chiffré, même si la clé a été détruite, etc. Et quand on dit nulle part, c'est même dans un log de réplication. Un log de réplication, c'est un journal ordonné de toutes les modifications apportées à une base de données qui va permettre de les rejouer sur une autre instance pour garder la synchronisation. On a beaucoup itéré sur ce sujet et négocié avec notre auditeur PCI. On a essayé de faire tourner les clés, les supprimer, tout ça. On n'a pas réussi à trouver d'accord. Et donc la solution qui a été trouvée, ou retenue en tout cas, qui nous permettait de rester conforme, c'était de faire du stockage en mémoire. Donc dans Valky, qui n'est rien d'autre qu'un fork de Redis, suite au changement de licence de Redis il y a maintenant quelques années. Le stockage mémoire, ça fait peur. Et en plus, on a voulu conserver toute notre haute disponibilité qu'on avait sur MongoDB. Et donc, on a dû faire pas mal de choses à la main pour le CVV. Dans un premier temps, pour garder la résilience et à l'écriture. Alors, ici, on va avoir plusieurs instances de Valky. On ne va pas parler de cluster, parce que sinon, on aurait toujours le même problème de réplication. Mais l'application va parler en direct avec des instances. Et au moment de l'écriture, elle va envoyer un message à toutes les instances Valky pour écrire la nouvelle valeur. L'écriture va se faire en parallèle,
et on va considérer qu'il y a un succès, quand le quorum est atteint. En gros, c'est quand il y a un nombre suffisant d'instances qui nous a dit que l'insertion était OK. Et on a toujours notre même mécanisme de TTL pour supprimer la donnée automatiquement après la transaction. Pour la lecture, c'est un petit peu plus simple, étant donné que ce qu'on stocke, c'est juste des CVV, donc un petit cryptogramme de 3 chiffres. C'est une donnée qui ne change pas, elle est immuable. Donc pour la lecture, on va appeler toutes les instances en même temps, et dès qu'on a une réponse, on considère que c'est bon. Donc, on a beaucoup itéré sur ce sujet, beaucoup de problèmes pour un CVV, et tout ça pour un pauvre petit cryptogramme à 3 chiffres, et donc seulement 1000 possibilités. Bon, on en a enfin terminé avec la partie chiffrement. On va passer sur les parties un peu plus sexy. On va parler du X. Et l'UX dans le paiement, bah c'est souvent ça. Donc des pages pas très jolies qui sont hébergées par les PSP et sur lesquelles l'acheteur est redirigé dès qu'il a cliqué sur payer. Donc maintenant on est en 2026, les marchands ils veulent plus trop ça comme page de paiement, ils préfèrent ça, des pages des tunnels de commande qui intègrent directement la saisie des informations de carte bancaire. C'est en effet beaucoup plus joli et ça permet d'alterner de faire des allers-retours entre différents modes de paiement bien plus ergonomiques. Mais c'est pas sans nous poser des problèmes à nous, parce que si nous, on travaille dans le paiement et qu'on est prêt à supporter la charge de PCI DSS, l'idée c'est d'épargner ça aux marchands. Donc, pour épargner ça aux marchands, il faut qu'ils ne manipulent pas les données sensibles. Dès qu'ils les manipulent, ils rentreraient dans un cercle de certification un peu compliqué. Donc l'enjeu, c'est de permettre la saisie des informations sensibles sur le site du marchand, mais sans que les marchands les manipulent. La technologie qui est standard dans notre industrie pour faire ça, c'est d'utiliser des iframes qui permettent en fait de mettre en œuvre la Same Origin Policy des navigateurs pour isoler une partie de la page du reste de la page. Concrètement, sur la page de paiement que je vous ai montré juste avant, les deux champs de saisie des données sensibles n'appartiennent pas à l'origine du site marchand, mais appartiennent à une origine shippers. On va zoomer un peu. Donc en gris, là, c'est mon navigateur. Je suis sur un site marchand. Ce site marchand charge un SDK JavaScript depuis Purse. Tout ça, c'est dans la même origine. En vert, on est sur l'origine du site marchand. Même si le JavaScript a été chargé depuis chez Purse, il appartient à l'origine du marchand. Le JavaScript, le SDK chargé chez Purse, par contre, va instancier des iframes depuis une URL Purse. À partir de ce moment-là, on a une zone d'isolation dans notre navigateur et la zone verte, l'origine du marchand, ne peut pas regarder ce qui se passe dans la zone rouge. Et donc, à partir du moment où vous rentrez les informations, ce qui se passe, c'est que le marchand, au clic sur payer, décide de déclencher la validation du formulaire en appelant une fonction JavaScript de notre SDK. Ce SDK communique avec l'iframe par du post-message, c'est le protocole qui est utilisable pour traverser cette Same Origin Policy. Les iframes de l'origine Purse peuvent discuter avec notre API, elles fournissent les données sensibles, qui retournent un token, un nouveau post-message pour retourner l'information, désensibiliser le token dans la zone du marchand, et ça y est, mon marchand a un token et peut l'utiliser pour déclencher le paiement. Ce qui est important à retenir là-dedans, c'est qu'on a enfin une réponse à cette question que quelqu'un se posait il y a 15 ans. Qui utilise des iframes? Nous. On va changer un peu de sujet, on va parler d'infrastructure, parce qu'il est quand même assez important dans notre cas. Chez Purse, d'habitude, nos applications, on les fait tourner sur des clusters Kubernetes. C'est quelque chose qu'on fait depuis plusieurs années, on est très content avec ça, mais ce n'est pas le choix qu'on a fait pour héberger le Vault. On a fait un choix différent, on a d'utiliser le service Cloud Run de Google Compute. C'est un service serverless qui permet de faire tourner des applications
des services de manière isolée, sans avoir à gérer un cluster. On a fait ce choix à la fois pour la sécurité et pour la conformité. Sécurité parce que la surface d'attaque d'un service Cloud Run est beaucoup plus petite que celle d'un service Kube. On peut par exemple, c'est impossible d'ouvrir un shell dans un service Cloud Run. Et côté conformité, c'est un gros plus pour nous parce que le système de permission est beaucoup plus simple que dans Kube, et donc on peut beaucoup plus facilement montrer à notre auditeur qu'on n'a pas les droits de tout casser en production et surtout pas de voir le trafic en clair. Le deuxième élément dont je souhaitais vous parler, c'est la segmentation réseau. C'est quelque chose qu'on a l'habitude d'utiliser, mais là on a poussé le curseur très fort sur le Vault. Tous les différents types de services qu'on fait tourner dans notre réseau Vault sont isolés dans des sous-réseaux différents avec des règles firewall. Par défaut, il n'y a rien qui passe, et il y a uniquement le trafic légitime et documenté qui est autorisé. Donc c'est une forme déjà de protection. Si un des composants se faisait compromettre, il y aurait beaucoup plus de mal à compromettre les autres, en tout cas ceux auxquels il n'est pas censé discuter. Le troisième élément qui est différenciant sur cette infrastructure, c'est qu'on utilise un Secure Web Proxy. Donc c'est encore un service managé par Google qui a pour but d'inspecter tout le trafic qui sort de notre infra et de le filtrer. On a déjà applicativement une couche de filtre. Le Vault n'acceptera pas d'envoyer des données sensibles à des URL qui ne sont pas validées. Mais toujours pour avoir une sorte de double sécurité, l'infrastructure fait le même contrôle et ne laisse passer que ce qui est autorisé. Le troisième élément qui est intéressant, c'est la gestion des mots de passe. C'est pas trivial et c'est même difficile de gérer efficacement des mots de passe dans l'infrastructure. Donc le choix qu'on a fait, c'est de ne pas avoir de mot de passe. Quand c'est difficile, ne fais pas. Alors c'est assez simple de le claironner comme ça, et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. En fait, quand vous êtes chez un cloud provider, là c'est l'exemple de Google, mais c'est valable chez d'autres, notre service, là c'est un Cloud Run, mais ce serait valable également pour du Cube, il est associé à un compte de service. Donc en rose là, My Service. Et quand vous appelez des API Google, comme PubSub par exemple, ce qui se passe, c'est que vous utilisez la librairie Java que le cloud provider, enfin Java, si vous faites du Java, du Python, ce que vous voulez, dans votre langage préféré, vous utilisez la librairie de votre application et vous interagissez avec l'API. Mais en fait, ce qui se passe dans les couches basses de cette librairie, c'est qu'il y a une requête qui part vers un serveur interne au cloud provider, donc chez Google, le metadata server, pour récupérer un token. Donc on récupère un access token et la librairie fournit cet access token pour appeler les API du cloud provider. Ça marche par défaut, c'est transparent et l'identité du service est propagée aux API que j'appelle. Ce qu'on a fait, c'est bien sûr d'utiliser ça quand on appelle les API de Google. Donc quand le tokenizer appelle le KMS, ça fonctionne comme ça. Mais on l'a généralisé à toutes les dépendances de nos applications. Par exemple, pour MongoDB, mon service Cloud Run veut se connecter à MongoDB, il en a besoin. Ce qu'il fait, c'est qu'il appelle le metadata server de Google sur un endpoint qui est un petit peu différent, il termine par identity plutôt que par token, et il récupère en retour non pas un token, un access token opaque comme tout à l'heure, mais un ID token JWT. Cet ID token JWT, il est signé par Google et il indique qu'il appartient à mon service. Mon service, pour se connecter à MongoDB, il envoie l'ID token. MongoDB est paramétré pour faire confiance aux tokens qui viennent de google.com et il est paramétré pour que le service ait des permissions vis-à-vis de ma base de données. Donc ça permet tout ça à faire en sorte que mon application puisse se connecter à ma base de données sans qu'elle ait de mot de passe. C'est juste son identité qui est propagée. Donc pas de mot de passe, pas de fuite de mot de passe.
Un autre sujet dont on souhaitait vous parler, c'est la vérification des dépendances. Donc nous, on utilise Gradle, et c'est disponible dans avec d'autres outils. L'idée, c'est de se protéger des attaques par chaîne d'approvisionnement. Donc, elles sont très populaires en ce moment. Les protections qu'on met en œuvre là, elles ne protègent pas de tout, mais elles protègent de certains trucs. Notamment, en fait, si j'introduis une librairie dans l'application, je suis celui qui a rajouté Spring Boot, par exemple, je vais générer avec cette commande les checksums de Spring Boot 4.0.6. Et si Rémi, plus tard, recompile l'application sur son poste et qui télécharge un jar de Spring Boot 4.0.6 qui n'est pas identique à celui que moi j'avais, le build ne fonctionnera pas. Ça va également générer intégrer et faire confiance à des signataires pour les librairies. Si on reprend le même exemple, j'ai rajouté Spring Boot 4.0.6, j'ai trusté la clé publique de l'équipe Spring. Ce matin, Rémi met à jour Spring en 4.1.0, qui est sorti hier. Et si Spring Boot 4.1.0 n'est pas signé par la même clé que celle que moi j'ai trustée, par défaut, le build ne fonctionne pas. Un autre point qu'on voulait partager avec vous, c'est l'automatisation. On est dans un contexte où on n'a pas de raison légitime d'accéder à la production. Qui que ce soit. Donc au quotidien, il n'y a personne chez Shapers qui a un compte de service, qui a des droits permettant de voir des données sensibles ou de changer des configurations sur la production. Bien sûr, on déploie régulièrement les applications, bien sûr, on maintient l'infrastructure, mais on le fait uniquement par des processus automatisés. Donc, tout est as code, que ce soit l'infrastructure ou le déploiement, est drivé par des process de revue de code. Et une fois que c'est validé, ce sont des comptes de service qui effectuent les modifications et pas des humains. Et on vous conseille de faire ça. C'est super confortable de ne pas avoir accès à tout ça. Et surtout, on n'a pas besoin de l'expliquer à notre auditeur, c'est encore plus confortable. Un autre point qui est un petit peu différent sur le Vault des autres systèmes, c'est la partie alerting. Donc, on est tous des professionnels, on a tous un super monitoring qui détecte les erreurs, qui détecte les latences, les percentiles n'ont plus de secret pour nous, tout ça est monitoré, alerté, tout va bien. Mais sur le Vault, alors on fait ça, on essaye de faire en sorte qu'il tourne, mais on a aussi toute une batterie d'alertes en plus. Ces alertes, elles sont destinées à la fois nous alerter sur des comportements anormaux. Si j'ai une règle de firewall qui rejette des paquets, si j'ai une application qui retourne des 403, alerte. Ça nous permet de réagir vite pour voir pourquoi ce comportement anormal se présente en production. On a également des alertes sur des changements attendus. À chaque fois, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait une segmentation réseau développée avec des règles de firewall un peu partout. Et on a aussi des règles de filtrage dans le Secure Web Proxy. À chaque fois que ces règles changent, il y a une alerte. Donc, l'équipe qui travaille sur le Vault, elle est alertée qu'il y a un changement qui s'est produit. Elle peut vérifier que c'était bien un changement attendu qu'on a déclenché nous. Si ce n'était pas le cas, on peut se mobiliser tout de suite. Et j'en ai fini. À toi. Et donc, pour conclure, donc on vous disait tout à l'heure qu'on avait pris la décision en mai 2025 de construire notre propre Vault. Tout a commencé en juillet 2025, où on a commencé une équipe de 3 développeurs back-end dédiés à ce projet Vault, avec un gros renfort de l'équipe DevOps. Et en décembre 2025, on a eu la chance d'avoir un petit cadeau de Noël en avance. On a obtenu notre certification PCI DSS. Donc oui, à peine 5 mois après la création du projet. Et ça veut dire qu'on avait mis en place tout ce dont on vous a parlé aujourd'hui, que ce soit de manière applicative ou sécurité, etc. Et tout ça, ça se passe en prod. Donc ça veut dire qu'on était vraiment au complet sur tous ces sujets-là.
Attendez un peu avant de nous applaudir, on a bientôt fini. Et à partir de ce moment-là, on a pu commencer un déploiement progressif pour passer de notre ancien prestataire de Volt à notre Volt à nous. On est actuellement à 95% de nos flux qui passent par notre Volt interne par rapport au Volt de notre ancien prestataire. Ça a été un déploiement très progressif parce qu'on a eu beaucoup de contraintes avec nos marchands, que ce soit des périodes de solde, donc aucune prise de risque qui n'était prise sur les paiements, des délais contractuels pour effectuer des mises à jour, etc. Ce qu'on pourrait vous dire, si jamais vous vous lancez dans un projet comme ça, c'est d'y réfléchir beaucoup avant d'y aller. C'est un projet qui est extrêmement lourd. Il y a beaucoup de contraintes liées à PCI DSS. Et heureusement qu'on a pris la décision dès le départ de se reposer sur les différents partenaires. Si on pouvait résumer ça en une phrase, je pense qu'on dirait qu'il faut déléguer, mais tout en gardant le contrôle. Et il y a quelque chose de très important qu'on a fait aussi dès le début du projet, c'est que lorsqu'on a lancé l'équipe temporaire avec les 3 développeurs back-end, la première action qui a été faite, c'était de se réunir tous ensemble avec notre auditeur et de faire une review de toute la conception, donc de tout ce dont on a parlé aujourd'hui, pour s'assurer avec lui que tout était bon. C'est là qu'on s'est rendu compte que, par moment, la conformité PCI DSS, ça dépend un peu de la personne qui lit les textes. Il y a des choses qui sont obligatoires, il y a des choses qui sont recommandées, c'est un peu à l'interprétation de certains. Et des fois, on ne comprend pas les choses de la même manière, mais quand l'auditeur dit quelque chose, on est obligé de le respecter. Et donc, faire cette première revue de conception et s'assurer qu'on partait dans la bonne direction, c'était vraiment très important pour nous dès le début. Et ça nous rassure sur tout ce qu'on fait par la suite. On voulait faire une petite ouverture. Donc nous, on utilise un coffre-fort à carte bancaire parce que c'est des données sensibles. Il y a une réglementation, il y a des normes. Mais ce n'est pas les seules données sensibles qu'on manipule dans un système d'information. Et on se demande si on ne devrait pas faire la même chose que pour les données personnelles que pour les données de carte bancaire. On voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui subissent des fuites de données. C'est souvent par des systèmes qui sont un peu périphériques au cœur du métier de l'entreprise. Et si, quand les données personnelles arrivent dans mon SI, je les tokenise, je les range dans un coffre-fort, je les remplace par des tokens, mon SI manipule que des tokens, et au moment où j'ai besoin d'afficher sur un écran de CRM, d'imprimer une étiquette, de faire des trucs de mon métier, là, je détokenisais et je remplaçais le token donc par la vraie donnée. Mais j'éviterai probablement beaucoup de fuites de données. On pense qu'en utilisant des technologies similaires à celles qu'on a utilisées, ce n'est pas très compliqué à faire. Surtout, il n'y a pas la norme, donc c'est encore plus facile. Et si vous voulez faire expérimenter avec les technologies qu'on a utilisées là, je vous encourage à le faire dans ce domaine-là. La dernière chose qu'on voulait faire, c'était remercier toute l'équipe qui a bossé sur le projet. On n'est pas les seuls à deux à avoir porté. On était donc 3 dans l'équipe cœur, mais il y a toutes d'autres équipes qui ont interagi avec nous et beaucoup de travail, notamment côté infrastructure et côté front-end, conformité. Et donc on voulait remercier Sergio, Paul, Clément, Hugo, Mathieu, Paul, Gaëtan et Samuel. On a 1 minute 30 si j'ai bien suivi pour des questions. Et sinon, vous pouvez nous retrouver au stand 21.